Cette déflagration a fait le tour du monde. Une double explosion au port de Beyrouth au Liban. Nous sommes le 4 août 2020. La capitale libanaise a pendant un long moment cessé de respirer. Par la magie du web, la peur fait tache d'huile jusque sous nos cieux. Et le port de Dakar est-il à l'abri d'un tel drame? Y a-t-il un protocole précis pour le stockage des produits chimiques qui seraient à l'origine de l'explosion de Beyrouth? Par un tweet, nous interpellons son directeur général. Jusqu'à cet instant, l'on était encore loin de se douter que le produit chimique en question était le nitrate d'ammonium. L'idée nous vient alors de fouiner dans les stocks de produits potentiellement dangereux qui nous passent sous le nez. Nous décidons tout d'abord de prendre part à une visite guidée au port autonome de Dakar. Sous la conduite du haut commandant Ibrahima Badji, guide non pas en compagnie de quelques confrères. Consciemment ou non, la visite guidée est orientée vers le môle 3 appelé Zone Mali. La première découverte fait froid dans le dos. C'est ici que sont stockés sous une bâche plus de 3050 tonnes de nitrate d'ammonium, le fameux produit à l'origine de l'explosion de Beyrouth. Notre guide tente de rassurer. On était au départ à 3050 tonnes. 3050 tonnes. Dans les 3050 tonnes, il y a déjà 350 tonnes qui ont été évacuées. Le propriétaire de la cargaison, Xlox, a été mis en demeure, sans délai, d'enlever cette cargaison du port de Dakar. Il est en train de... Il a trouvé déjà un site à Diamniadio. Il travaille avec le ministère de l'Environnement pour avoir l'agrément pour enlever cette cargaison pour ce site-là. La visite semble bâclée. Elle est bouclée quand nous essayons d'en savoir plus sur les autres produits potentiellement dangereux stockés au port, notamment les hydrocarbures. Est-ce que je peux ne pas répondre? Le haut commandant du port ne sera pas le seul à éprouver une gêne à évoquer ce sujet face caméra. Tout au long de l'enquête, ce sera l'un des principaux écueils auxquels nous sommes confrontés. Fort heureusement, le directeur général du port passe à l'émission Jury du dimanche du 6 septembre 2020 sur iRadio et ITV. Mahmoud Irouakane parvient à lui arracher quelques mots sur certains aspects de la question. On traite des quantités autrement plus importantes. En 2019, on a traité 89 000 tonnes de nitrates qui sont passées par le port et sur les 89 000 tonnes, 74 000 étaient destinés au Mali. Donc si on regarde les 5 dernières années, c'est en moyenne 85% du nitrate d'ammonium qui passe par le port et qui est destiné pour l'agriculture au Mali, mais surtout pour les mines. Vous savez que le Mali est un pays minier et ce produit est utilisé comme explosif dans les chantiers. Je dois rappeler aussi qu'au Liban, ce qui s'est passé, c'est que le nitrate était stocké dans des hangars et pendant 6 ans. Il y a tout un processus de décomposition qui a pu se passer avant qu'il n'y ait eu un déclencheur parce que le nitrate en lui-même n'explose pas tout seul. Il faut bien un déclencheur et ce qui s'est passé au Liban était regrettable au Sénégal. Et 65% des produits qui rentrent au Mali transitent par le port de Dakar. Le port, il est là pour tous les secteurs d'activité, toutes les industries chimiques, les industries de plastique, les industries agroalimentaires. Les inputs dont ils ont besoin pour faire leur travail, je dois rappeler aussi l'armée. Tout ce qui est explosif, tout ce qui est armement, tout ce qui est produit dangereux, devrait passe quelque part. Il faut bien que ça passe quelque part et l'endroit le plus indiqué pour ce genre de produit, c'est le port. Mais le traitement de ces produits est spécial.
il y a un code IMDG qui est un code international de traitement des produits dangereux qui est suivi. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la directive, une directive présidentielle de 1995 qui encadre le traitement de ces produits dangereux. Et à chaque fois qu'il y a un manifeste qui arrive au niveau du port de Dakar, nos services prennent les dispositions pour le traitement de ces produits. Nous avons instauré ce concept de port de transit et non de stockage. Ce qui fait que, avant même ce qui s'est passé à Beyrouth, nous avons démoli 5 hangars qui nous a permis de récupérer 9 hectares dans le port. On disait qu'il n'y avait pas d'espace dans le port, mais quand on a vu ces hangars, et on n'était pas sûr, on n'avait pas toujours une bonne idée de ce qui était stocké. À côté de la version officielle sur la présence du nitrate d'ammonium au port, nous prenons langue avec des spécialistes en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Sous le sceau de l'anonymat, en raison de sa position, l'un d'eux accepte de nous rencontrer dans un restaurant de la place. Ces révélations glacent le dos. Voilà, au port, on flirte avec le danger permanent. En fait, quand on est sensible à des questions d'ordre sécuritaire, on sait qu'on est assis sur une poudrière. Hein. Il y a beaucoup de sources de danger sur lesquelles les gens ferment les yeux. Après, on va peut-être dire que c'est une habitude sénégalaise de façon globale, mais il y a beaucoup de laxisme, excusez-moi. Si vous voulez, il n'y a pas assez je trouve qu'il n'y a pas assez de rigueur, il n'y a pas de suivi de certaines recommandations de façon globale. Je donne un exemple. Les voies d'accès sont toujours bouchées. On peut mourir à l'intérieur du Montluc simplement parce que les sapeurs-pompiers auront du mal à accéder au lieu en cas d'urgence, alors qu'ils sont devant le port. Tous les jours, il dit avoir peur pour sa vie, peur des menaces réelles qu'il perçoit dans les actes posés quotidiennement sur la plateforme portuaire. D'ailleurs, nous apprend-il à travers une lettre officielle de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime ASMAR, logée au cabinet militaire du président de la République depuis la disparition de la primature. L'alerte sécurité du port a été portée au niveau 2. Le port est organisé en môle, mais parfois on laisse cohabiter des produits qui sont en principe incompatibles. Par exemple, le volume maximal autorisé de stockage de soufre des ICS est dépassé de 60%. Ici, les sociétés te disent que ça coûte trop cher de se conformer et ils savent qu'ils ne feront pas l'objet d'inspections rigoureuses. La position géographique du port fait que la moindre menace concernerait quasiment le cœur de la République. Avec le palais situé à environ 1,5 km, mais également le centre économique et social de la capitale sénégalaise. Notre interlocuteur nous dresse une liste de produits qui transitent au port. Soufre, oui, explosifs de tout genre comme le nitrate d'ammonium, hydrocarbures, entre autres produits chimiques font le trajet régulièrement. Le danger, ce n'est même pas la présence de produits dangereux à mon avis. On sait que c'est normal dans toute plateforme portuaire. Il y a toujours une multitude de produits dangereux comme les explosifs, les produits radioactifs, tout ce qui est utilisé pour l'exploration, si vous voulez, de ressources extractives, les hydrocarbures, tout ça, pour ce qui est utilisé par l'armée également. Le danger, c'est pas ça. Le danger se situe dans le contrôle en fait et le respect scrupuleux des normes. Et là, il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir et tout le monde est exposé. Si vous touchez le port, vous touchez le poumon économique du Sénégal et du Mali. À la lumière de son témoignage, nous percevons rapidement qu'un cadre réglementaire existe, mais, comme pour bien des secteurs au Sénégal, c'est l'application des textes qui pose un réel problème. Et c'est ce que nous confirme ce membre de l'Association sénégalaise de normalisation. Quand il n'y a pas une législation sénégalaise sur la question, les dispositions réglementaires de la France font souvent jurisprudence, souligne Claude Roger John. Oui, il faut dire qu'au Sénégal aussi, il y a l'existant en termes de normes. C'est une activité assez peu connue. Juste les acteurs qui sont intéressés et qui ont l'information. Mais à l'heure actuelle, depuis 1978, parce qu'il faut dire que la normalisation existe au Sénégal depuis 1978 avec l'ISN. Donc on a 64 normes à l'heure actuelle sur différents secteurs.
Vous voyez, on a des normes sur le javel, le savon, les produits pétroliers. L'ASN a eu pour mission régalienne d'élaborer des normes. Qui dit élaborer les normes, c'est d'avoir des documents de référence de haute qualité qui permettront aux organisations et aux entreprises de pouvoir mettre sur pied, bien mettre sur le marché des produits et des services de qualité et qui respectent les prescriptions au niveau international en termes de sécurité, de respect de l'environnement. Au niveau de chaque secteur prioritaire du pays, il y a ce qu'on appelle le comité technique, qui est l'instance ou la cheville ouvrière de l'ASN, qui permet de fédérer les acteurs. Donc dans le cadre du domaine de la chimie et du génie chimique, nous avons le comité ASN, Comité national technique ASN CT09, dont la présidence est assurée par la SAR. Et au sein de ce comité, vous avez les universitaires de l'ESP qui sont représentés à l'intérieur. Vous avez les consommateurs. Vous avez également la représentation du secteur privé. Tous ceux qui font la distribution de produits pétroliers, Total, Shell, et j'en passe. Suite à cette homologation, la publication est faite par l'ASN, par le biais du journal officiel et des canaux de communication. Vous voyez, le rôle de l'ASN, c'est quasiment, on peut dire que le rôle se limite là-bas. L'application des normes en tant que telles dépend un peu des acteurs, parce qu'il faut comprendre que la norme est d'application volontaire par essence. Il n'y a pas de contrainte en réalité comme la réglementation. Mais il peut s'avérer que une norme, comme c'est le cas pour les produits pétroliers, les 7 normes sénégalaises qui ont été élaborées et publiées en 2011 et qui sont actuellement en cours de révision, ce sont des normes sur les produits pétroliers, en l'occurrence les combustibles liquides tels que le diesel oil, le fuel lourd, le fuel léger, tout ça, il y a des normes, ainsi que le gaz butane. Donc c'est 8 au total, 7 pour les combustibles liquides et une norme pour le gaz butane qui sont présentement en cours de révision avec les acteurs bien sûr, chapeautés par la SAR qui assure la présidence. Au plan international également, le Sénégal a fait des efforts en signant des conventions telles que la convention de Minamata sur le mercure, la convention de Bâle et de Stockholm sur tout ce qui est transport de produits chimiques ou de produits dangereux transfrontaliers. C'est le cas notamment pour le Code de construction des appareils à pression. Le CODAP exige aujourd'hui pour tout réservoir de gaz de plus de 500 tonnes des sphères sous talus ou encore le Code de construction des réservoirs cylindriques qui exige des couvertures double paroi pour tout réservoir de carburant. Mais seulement, dans la pratique pour toute la région de Dakar, aucun réservoir de carburant n'est en double paroi. L'on nous souffle juste que c'est prévu pour le nouveau port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, actuellement en construction à 34 km de Dakar et qui devrait alléger le port de Dakar de sa zone hydrocarbures avec une jetée et des ponts d'une plus grande envergure. Le coût du projet est estimé à près de 300 milliards de francs CFA. Pour les réservoirs de gaz butane plus dangereux car volatiles, la SAR dispose d'une sphère sous talus aux normes et d'une autre non réglementaire de 850 tonnes, diplôme d'une sphère aux normes contre 3 non réglementaires de plus de 1650 tonnes chacune, Puma de 2 cigares sous talus, deuxième norme autorisée, total de 2 sphères aériennes non réglementaires de plus de 1700 tonnes et d'un autre plus grand de 2000 tonnes, soit 3700 tonnes de stockage non réglementaire, et puis encore sur des fers réformés initialement prévus pour le stockage d'ammoniac. Finalement, de tous, seul LMBD, Lobou Mame Diarra Bousso, se présente sous les atours d'un bon élève avec toutes ses 4 sphères en sous-talus, répondant aux normes de sécurité requises pour le stockage de gaz à pétrole liquéfié. Et la explication donc là de Lobou Mame Diarra Bousso par rapport donc là aux autres confrères, c'est le respect donc là de la réglementation dans la conception des capacités de stockage. Et comme vous venez tout à l'heure donc là de le dire, nous sommes derrière donc 2 sphères sous talus. Nous en avons donc là 4. Celle qui est derrière moi, donc elle fait 2000 tonnes. 2000 tonnes, donc là c'est 4400 mètres cubes de gaz. Donc qui correspond donc là à 2000 tonnes de gaz.
Et la particularité ou bien la explication donc là des sphères sous talus, c'est d'abord la sécurité. Et c'est d'abord donc le respect de la réglementation. Le CODAP exige au-delà de 500 mètres cubes de gaz qui correspond à 250 tonnes. Il faut impérativement donc faire une SR sous talus. Ça c'est la réglementation. Jusqu'à maximum 10 000 mètres cubes qui correspond donc là à 5 000 tonnes. Ça c'est la réglementation. Et nous, quand nous avons donc là voulu réaliser ce projet, l'administrateur général M. Alilo n'a pas cherché midi à 14h, il a voulu donc la respecter, la réglementation, connaissant donc les dangers qui sont sur les serres aériennes, non seulement donc les dangers internes, mais également les dangers même vis-à-vis de la population. Et l'avantage de ces serres sous talus, premier avantage, c'est à la place donc là d'explosion pour les serres aériennes. Pour une serre sous talus, nous avons une implosion, c'est-à-dire les dégâts sont limités à la place laquelle est installée la sphère, l'ouvrage. Donc ça vous protège contre les attaques mécaniques, mais également contre les attaques atmosphériques. C'est d'ailleurs dans le souci de respecter les normes que dans les années 60, la société africaine de raffinage SAR s'implantait à 18 km de la capitale, loin, très loin du centre névralgique de Dakar. Mais ça, c'était à une autre époque. Aujourd'hui, la SAR est au cœur de la zone la plus peuplée du Sénégal. À Mbao, ce secteur est appelé kilomètre 18 ou encore zone des hydrocarbures. En référence aux différentes sociétés qui y ont pignon sur rue, la SAR a comme voisin des centres remplisseurs de gaz butane, Total, Puma, Diprom, Lobou, Mamdiara, le principal centre national de stockage de carburant Senstock, l'usine d'agrochimie des ICS, Senchim, une société de transport AKF, une autre de produits agroalimentaires Satrec. Mais ce n'est pas tout. Sur les 244 établissements de première classe répertoriés en 2014 par la Direction de l'environnement et des établissements classés, nous avons décompté près de 70 localisés sur l'axe port-zone des hydrocarbures de Mbao, kilomètre 18 route de Rufisque, des usines de produits agroalimentaires, des usines de fabrique de mousse, des produits cosmétiques ou encore des centres de stockage de produits chimiques. Et Senchim, la branche des ICS, les lignes d'alimentation de gaz, tout ce qu'il faut pour faire de cette partie de Dakar une véritable poudrière. Ici, les réservoirs aériens sont nombreux, mais ce qui frappe d'entrée, c'est la très grande proximité entre les habitations et ce secteur très inflammable, alors que selon les normes du CODAP, la distance entre les sphères aériennes et les lieux d'habitation les plus proches doit être de 500 mètres au moins. Tout juste en face de la SAR, l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, dont l'entrée principale fait face à l'une des sphères de stockage de gaz les plus anciennes de la société. Et puis, il y a la cité Ousmane Fall, construite en 1991 sur le titre foncier de la SAR et cédée à ses employés de l'époque. Aujourd'hui, ils sont nombreux à être à la retraite, pas moyen de les faire parler à propos du danger d'une telle proximité quand les normes exigent un rayon de plus de 500 mètres. Ce serait scier la branche sur laquelle nous sommes assises, puisque ce site appartient à la SAR, nous rétorque un de nos interlocuteurs, qui nous souffle pourtant que si le danger est réel ici, il y a encore plus à craindre pour tous ceux qui sont sur le tracé des pipelines. Ces pipelines qui vont jusqu'au port supportent les fondations de plusieurs bâtisses tout au long du tracé long de 18 km. Nous en avons remonté une partie pour constater le danger. Ici, c'est une mosquée qui attire l'attention tant elle a l'air d'engloutir les balises de la SAR qui indiquent le passage des pipes. Pourtant, les habitants ne semblent nullement inquiets. Le chef du quartier tente d'ailleurs de nous rassurer. Globalement, les constructions évitent le tracé et que les habitants de son quartier ne font pas partie de ceux qui bidouillent les tuyaux et ravitailleraient parfois des véhicules de transport clandestins, mais sans convaincre. À
Thiaroye-sur-Mer, il est fréquent de constater des fuites d'hydrocarbures sur la plage. Cela n'empêche pas les enfants de s'adonner à leurs jeux favoris face à la mer et face à ces dizaines de bateaux tankers ou butaniers venus déverser leur chargement à tour de rôle. Et s'ils passent beaucoup de temps ici, agrandissant le risque de catastrophe écologique, c'est principalement pour deux raisons. Un paiement de la SAR qui tarde et un dispositif technique trop vétuste et inadapté pour recueillir une grande quantité du brut. Au moment de notre passage, nous apprenons d'ailleurs que le pays a frôlé une pénurie de gaz à cause d'une panne qui a duré une dizaine de jours. À l'origine, la cassure du flexible du poste d'amarrage. S'y ajoute le problème d'adaptation du Sealine qui a une jetée d'une capacité maximale de 4000 à 5000 tonnes, obligeant à faire plusieurs chargements chaque mois. À la SAR, on dédramatise et met l'accent sur les grands chantiers à l'horizon, mise à niveau, capacité de production, Sealines, même si actuellement la société paraît naviguer en eau trouble, ses ambitions pour le futur sont réelles. La SAR, c'est une raffinerie qui a pour activité donc, de transformer le pétrole brut que nous recevons par tanker, donc au large de Mbao, sur un poste d'amarrage qui est situé donc, à 5 km environ. Donc nous déchargeons du pétrole brut là-bas via notre conduite qu'on appelle le Sealine. Et le produit brut arrive à la SAR et est stocké au niveau donc, de ces cuves-là. Donc on appelle le stockage donc, de brut. Ensuite, le produit est envoyé vers les installations que vous voyez là, donc, pour être transformé. Donc on les transforme en différents produits, donc de l'essence, donc du gasoil, du kérosène et du fuel et du gaz butane. À la construction de la SAR dans les années 60, donc, il n'y avait pas d'habitation autour. Et comme on l'a dit tout à l'heure là-bas lors de l'accueil, donc la première maison était à environ 4,5 km de la raffinerie. Donc c'était vraiment une zone qui était libre d'habitation. Mais après, avec l'explosion démographique, donc l'augmentation de l'agglomération de Dakar, les populations sont venues vers la raffinerie. C'est ça qu'il faut dire aussi. Donc c'est les populations qui sont venues vers la raffinerie et effectivement ça pose un problème de sécurité potentielle. À côté, il y a comble d'incohérence, le chantier du TER qui chevauche sur 5 km les pipelines au point que la proximité a fini par créer un incident avec un incendie déclaré à hauteur de Dalifort le 26 septembre 2019. Personne ne peut donner l'explication aux populations qui vivent aux alentours. Ce que je reproche aux techniciens du TER, c'est-à-dire que quand il y a des hydrocarbures qui arrivent dans les bassins, qui sont dans des habitations, le minimum c'est de les informer et les tranquilliser. Pas d'information jusqu'au feu. C'est maintenant qu'ils veulent s'expliquer, nous dire ce qui s'était passé. Alors qu'on était là, on n'est pas d'interlocuteur. La gendarmerie, je les ai demandé la nuit d'appeler la SAR, que c'était urgent. Ils ont appelé aussi, il n'y avait pas d'intervention, c'est maintenant que la SAR aussi vient pour nous expliquer. Mais quand on a des ouvrages comme ça, on ne peut pas me dire que c'est des hydrocarbures qui étaient versés avant, qui sont remontés par l'eau. Là où nous sommes a été creusé il y a 2 ans. C'est de grands ouvrages qui sont là, qui continuent jusqu'à la mer. Il y a eu le feu, on l'avait prévu. On ne savait pas c'est quoi, on a appelé ce qu'on devait appeler. Voilà, le feu s'est produit, maintenant on a mis des explications. Nous devons écouter ces explications. Cet hydrocarbure sort d'où? Quand la SAR nous ouvre ses portes, c'est surtout dans le souci de partager nos craintes nées des constats faits sur le terrain, mais également pour tenter de rassurer sur ses dispositions en cas de danger. Madame Seynabou Talsamb, responsable de la sécurité, présente les derniers bijoux acquis à prix d'or. Tous les ans, on investit beaucoup d'argent pour le matériel fixe, le matériel mobile, le matériel de lutte contre les feux d'hydrocarbures. Aujourd'hui, nous disposons au niveau de la raffinerie de 2 camions incendie équipés d'eau et d'émisseurs. Nous disposions aussi de camions type premier secours qu'on appelle les VIP. En plus de ce matériel mobile, on a du matériel fixe au niveau des installations. Nous disposons aussi de canaux, des canaux assez importants qu'on appelle les lance-canaux, avec des débits très importants. Nous avons une lance qui a un débit de plus de 18 000 litres minute. Sur tout ce qui est moyen de lutte, la SAR investit beaucoup sur l'achat de l'émisseur.
L'émisseur, c'est le produit le plus important dans la lutte contre les feux d'hydrocarbures. Nous disposons aussi de pomperies incendie. Nous avons 2 gros bacs d'eau. À sa suite, M. Ousmane Samben, chef du département sécurité et contrôle de la SAR, abordera les aspects techniques tout en réfutant toute idée de retard sur le respect des normes. Quand on construisait donc la sphère des 517 qui est en face de l'hôpital, en fait, que je rappelle, l'hôpital est venu trouver. Donc il n'y avait pas exigence à l'époque, donc dans les années 70, de mettre sous sarcophage donc, les équipements, les sphères. Et vous allez en France et partout, donc vous voyez encore des sphères qui sont donc des sphères aériennes comme ça. Donc parce qu'avant il n'y avait pas cette exigence-là. Maintenant, on peut toujours faire des études pour voir comment on peut adapter la réglementation actuelle sur un ancien équipement. Mais ça, c'est une étude technique qui doit le valider. Voilà, et ça, nous sommes lancés dans cette perspective-là de faire cette étude technique-là, Inch'Allah. Naturellement, il tentera d'absoudre la SAR, mais la non-conformité est flagrante à bien des égards, notamment par rapport aux exigences du Code de construction des réservoirs cylindriques. D'ailleurs, un rapport de la Direction de la protection civile alerté en 2012, mais en vain. Le rapport en question recommandait entre autres l'expropriation et l'indemnisation de propriétaires de maisons sur l'emprise de la SAR. À côté de la SAR, nous contactons également toutes les structures privées présentes sur ce site. Malgré de multiples relances entre échanges téléphoniques et e-mails, toutes ces sociétés déclinent si elles ne se limitent à dire qu'elles respectent scrupuleusement le plan d'urgence interne, le PUI, mis en place avec les autorités compétentes. LMBD, Lobou Mame Diarra Bousso fait l'exception et nous ouvre ses portes. Non sans fierté, son directeur technique Dité croit savoir pourquoi. Comme nous l'ont répété nos interlocuteurs, cette société est l'une des rares à être à jour en termes de respect des normes de stockage de gaz pour avoir investi dans les sphères sous talus au détriment des sphères aériennes. Aujourd'hui, les confrères qui sont là, que je ne vais pas donc là citer leur nom, si vous allez, à part Lobou Mame Diarra Bousso, en Afrique de l'Ouest, il n'y a que Lobou Mame Diarra Bousso qui a donc là 4 stockages réglementaires qui répondent à la réglementation. Nous stockons 6200 tonnes de gaz dans le site. Et ces 6200 tonnes sont conçues suivant la réglementation CODAP, suivant la réglementation RADEL et suivant également donc la réglementation AFIAP. Monsieur Dité est pourtant contrarié par le laxisme qui fait loi tout autour de lui. L'énorme investissement consenti par sa boîte ne servirait pas à grand-chose si ses voisins peinent à respecter les normes. Une explosion qui surviendrait de l'une des sphères aériennes qui l'entourent pourrait avoir une portée de 8 km. Nous, pour le cas de Lobou, nous sommes entourés, donc nous sommes dans une zone hydrocarbure. Derrière moi, il y a Sénéstock qui stocke donc là du produit hydrocarbure comme essence gasoil. Nous sommes là, nous stockons donc là de gaz butane. Et ce gaz butane, nous l'avons donc là fait en sorte que ça respecte la conception normale. Pour faire simple, un rayon de 8 km toucherait au moins un rayon qui irait de Thiaroye à Rufisque. Mais les populations, souvent exposées par le laxisme des autorités de l'État central, la boulimie des collectivités locales et le laisser-aller des sociétés exploitant des hydrocarbures, ne sont que très peu conscientes du danger qui les guette. Meilleure illustration, ce marché qui se situe près de Zakmbao, juste sur les lignes d'alimentation d'un des exploitants privés d'hydrocarbures, mais les occupants ignorent tout du danger qui les guette. Face au refus des autres exploitants privés de nous ouvrir leurs portes, nous faisons comprendre que le pétrole et ses dérivés comme l'armée est une grande muette. Nous contactons Serigne Momardieye. Il est ancien directeur général d'Orix et actuel président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Dans le milieu, Jay jouit d'un immense respect de ses pairs et sa voix porte. Il nous a livré sa lecture. Une lecture plutôt optimiste de la situation et plaide pour une révision du cadre réglementaire afin de combler les vides juridiques, de renforcer le dispositif de contrôle et tropicaliser certaines règles. Bon, au Sénégal, peut-être, c'est depuis les années 45-50 qu'on a eu les premiers dépôts. Bon, on parle souvent de dépôts au niveau de Yarakh, des hôtels, les dépôts au niveau du port, et même au niveau de Colobane, avec le parc à mazout. Donc, au début, ce sont les multinationales qui géraient ces installations. Donc, ils venaient avec leurs normes, avec les bonnes pratiques, pour mettre en place donc, des procédures et des moyens de lutte. Avec le temps, peut-être ces majors-là, disons que certains sont partis, mais d'autres sont restés là avec leurs standards, avec les bonnes pratiques.
Mais au début, dans les années 80, avant même, il n'y avait personne au niveau des maristes. Voilà. Mais après, les gens sont venus habiter juste à, peut-être même pas à 50 mètres des installations. Donc, il faut vraiment éviter ça. Il faut que l'État puisse peut-être prendre des mesures fermes là-dessus. Et même si on prend aussi le cas des emprises, par exemple le cas des pipelines. Vous savez, le pipeline qui quitte la SAR pour aller un peu dans les dépôts de Dakar, les gens ont habité sur l'emprise. Et ça, la SAR n'a pas vraiment les moyens pour les déloger. C'est vraiment l'État qui doit prendre les moyens, qui doit prendre peut-être vraiment d'autorité, dégager les gens qui sont sous l'emprise. Parce que c'est un problème de sécurité publique. Mais au Sénégal, en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle, il n'y a pas de texte sur l'aménagement des dépôts. Et souvent, ce qu'on fait, on se base sur la réglementation française. Et c'est ça, ce que tu viens de dire, c'est un peu l'aménagement en fait intérieur au niveau des installations. Et ça, bon, il n'y a pas une réglementation purement sénégalaise. Voilà, donc peut-être ça, c'est un axe d'amélioration. Donc le gros problème, en fait, pour moi, c'est les normes qui sont incomplètes au Sénégal. Bon. Il faudrait peut-être aller vers une révision des textes réglementaires pour les mettre à jour. Bon, ça c'est sûr, c'est des révisions, il y en a toujours besoin. Et puis il faut les compléter. Comme je dis, on n'a pas de réglementation sur l'aménagement des dépôts. Et c'est ça qui est aussi important, quoi. Comme je dis, malheureusement, on prend un peu les textes, heureusement peut-être, on prend les textes qui sont en vigueur ailleurs pour pouvoir les exploiter ici, mais la loi devait être un peu plus complète pour dire que bon, voilà, même si, voilà, les sénégaliser, quoi, parce que bon, on va pas recréer la roue, mais on peut adapter ces lois et règlements pour le Sénégal. Voilà. Et c'est peut-être l'occasion de plaider, peut-être pourquoi pas, vers une agence de régulation dans ce secteur, comme on en voit dans le secteur des télécommunications, par exemple. Non, moi je suis favorable à ça. Je pense qu'il y a des projets. Bon, on en parle depuis presque plus de 20 ans, une autorité de régulation du secteur de l'énergie. Donc ça, c'est nécessaire. Et puis aussi, une autre réflexion aussi à avoir, c'est est-ce que c'est toujours pertinent de tout confier à la direction de l'environnement? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être tenter une sortie vers la direction du ministère de l'énergie, ministère de l'industrie? Parce que quand même, je pense qu'actuellement, il y a des compétences un peu techniques. C'est vrai qu'il y a l'environnement, il y a l'écologie, tout ça qu'il faut gérer. Mais il faut des réflexions en très haut lieu. Et pour moi, comme vous avez dit, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, en gros, avec des moyens. Voici le paysage qui s'offre à côté du dépôt Dakar Océan Terminal, entre les quartiers de Yerar et Mariste, le deuxième plus grand centre de stockage après Sandstock. Il appartient au major Vivo Energy, Oryx et Ola Energy. Il a été fermé une première fois en septembre 2011 avec la création de Sandstock. Les ministres Samuel Sarr et Karim Wade avançaient alors officiellement des raisons sécuritaires et environnementales. Aly Ngouille Ndiaye, alors ministre de l'Énergie, rouvre le site en avril 2013, capacité de stockage de plus de 55 000 mètres cubes. Dans un contexte où une étincelle peut causer un drame incommensurable, il demeure troublant de voir à quel point personne ne semble s'émouvoir de ces débuts d'incendie à tort et à travers. Sur ces secteurs aussi sensibles, les interventions des sapeurs-pompiers sont devenues monnaie courante, quand bien même une brigade spéciale a été créée devant le port, tandis que la SAR dispose d'outils assez performants pour lutter contre. Cela n'a pas empêché à la Marine nationale de voir certaines de ses installations partir en fumée, tout comme sur la zone des hydrocarbures, sur la route de Rufisque avec les incendies à l'usine Val d'Afrique, à l'usine La Rochette ou encore dans un dépôt de gaz dont la licence avait été retirée au propriétaire faute de respect des normes avant qu'il ne réussisse à s'en procurer une autre, sous un autre nom commercial et transvasant des bouteilles non homologuées au Sénégal et dans des conditions lugubres. C'est ainsi que l'on flirte quotidiennement avec le danger comme il y a 28 ans, quand une citerne d'ammoniac explosait faisant 43 morts sur le coup et 86 décès supplémentaires quand le nuage d'ammoniac s'est répandu sur la ville. Une catastrophe industrielle causée par une surcharge d'une citerne fissurée contenant 5 tonnes de plus que la quantité permise et dont la vidange avait été reportée plusieurs fois. Aujourd'hui,
Une des cuves jadis utilisées pour le stockage de l'ammoniac a été réformée pour stocker des hydrocarbures. Au port, comme dans la zone des hydrocarbures, les contrôles inopinés sont rares ou mal faits. La vérité, c'est que la sécurité est rarement considérée comme priorité, en fait. C'est l'impression que j'ai. Moi, je suis pressé d'être inspecté, mais on peut rester 10 ans sans inspection. Quand je parle de laxisme, par exemple, les contrôles inopinés, je n'en vois jamais. Les rares contrôles qu'il y a sont mal faits. Je trouve que c'est généralement mal fait. Celui qui est chargé de faire ces contrôles-là, il avertit à l'avance, et celui qu'il doit contrôler, c'est lui qui doit lui assurer par exemple une prise en charge. Comment voulez-vous qu'après ce contrôle-là soit rigoureux? Comment comprendre que le ministère de l'Environnement par exemple ne soit jamais représenté au port pour qu'il y ait cette cacophonie qu'il y a eu avec l'histoire du nitrate d'ammonium des Maliens là? Comble d'incohérence, il est d'ailleurs fréquent que l'une des directions chargées de ces contrôles compte sur l'appui financier et autres avantages indus. Qui paie les structures à contrôler elles-mêmes? Faudrait-il attendre un autre drame pour espérer que les mesures idoines soient prises et que les responsabilités soient situées? Et si l'on revoyait les images de Beyrouth? What?